BFM Business, l'heure H, le rendez-vous du cercle des économistes. Nos deux économistes ce soir, je vous disais Hippolyte Dalby qui est professeur à Panthéon-Sorbonne et puis Hélène Rapoport, professeur d'économie à l'école d'économie de Paris. Messieurs, encore une fois, merci d'être avec nous. On va parler des migrants. Vous travaillez tous les deux justement sur cette question. Il y a ce sommet important aujourd'hui entre l'Union européenne et la Turquie. La Turquie qui essaye de marchander, avoir de l'argent et puis qui derrière, à la clé, essaye aussi peut-être de négocier le rapprochement avec l'Union européenne. Vaste serpent de mer. Hippolyte Dalby, lorsque vous voyez ce qui s'est passé aujourd'hui, est-ce qu'on est en train de trouver une solution et surtout, est-ce qu'il y a une solution? Vous dites marchander, mais tout le monde marchande. L'Union européenne aussi marchande. Donc il faudrait que certains migrants restent, voyez, en Turquie, qu'il y ait la possibilité que ceux qui soient déboutés, notamment du droit d'asile, soient renvoyés en Turquie. Donc il y a beaucoup de choses. Oui, la Turquie demande 3 millions. 3 milliards, pardon. 3 milliards, c'est quand même pas beaucoup pour l'Union européenne. L'Union européenne, c'est un quart du PIB mondial. Oui, mais demande pourquoi faire? Parce que le problème de la Turquie, c'est qu'elle a des doubles, triples jeux, en l'occurrence. Bien sûr. Mais il faut quand même recevoir dignement ces personnes, avoir des conditions humanitaires, sanitaires qui soient de bonne qualité. Alors oui, ça coûte de l'argent, mais c'est pas tant que ça. Vous voyez, 3 milliards, c'est 0,02% du PIB européen. On est la première économie du monde, on est capable de faire ça si on n'accepte pas les migrants. Alors, justement, quelle analyse vous en faites? Vous faites de cette crise des migrants, vous? Moi, je trouve ça très dommage, quoi. Je veux dire, à partir du moment où on est justement une très forte économie, il faut qu'on assume notre rôle politique, il faut qu'on assume notre rôle stratégique. Et si on n'accepte pas tous ces migrants, le minimum, c'est de pouvoir faire en sorte qu'ils soient dans de bonnes conditions en Turquie. Hélène Rapoport, vous faites même analyse qu'Hippolyte? Oui, je pense que c'est un bon investissement d'une certaine manière d'essayer de mettre des barrières tout en respectant les droits des migrants. Si on considère que les réfugiés sont transitoires, ça peut être bien aussi pour eux d'être en attente dans de bonnes conditions en Turquie, plus proche des pays de départ. Maintenant, je pense que la Turquie accueille déjà 2,5 millions de migrants, il faut en être conscient. C'est 2 à 3 fois plus que le nombre de migrants qui sont arrivés en Europe. On a à peu près le même nombre en Jordanie et au Liban qu'en Turquie, donc ça fait 5 millions au total dans les pays limitrophes. Il y a un effort énorme qui pèse sur ces pays. Certaines sont des petites économies, comme le Liban, la Jordanie, par rapport aux efforts consentis par ces pays. Même 3 milliards, c'est un effort qui est relativement modique à l'échelle de l'Union européenne. On voit quand même que ça, c'est en train de diviser complètement l'Union européenne. Ça fait peur. Vous disiez, on est une économie forte. Et ben non, justement, on est notamment, si vous prenez l'économie de la France, on a un chômage très important et beaucoup d'économies qui sont confrontées, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, sont confrontées justement eux-mêmes à des situations difficiles. Donc, il y a quand même une question des migrants qui se pose au-delà des beaux principes. En tous les cas, c'est comme ça que souvent c'est renvoyé. Est-ce que vous pensez que l'Union européenne, vous dites, on a les moyens d'absorber cette crise des migrants, mais de quelle manière on peut l'absorber, cette crise? Même si c'est... Oui. Tout d'abord, il faut recevoir dignement, c'est-à-dire qu'il faut construire des hotspots, vous voyez, qui soient de véritables endroits où on peut les enregistrer, on peut vérifier. Ça, on peut le faire en Turquie. On peut le faire en Turquie, on peut le faire en Grèce, et pourquoi pas en Europe. Je veux dire, on a signé une convention de non-refoulement, c'est la convention de 1951, on s'est engagé à recevoir des gens qui viennent de guerre. Et puis après, il y a l'intégration sur le marché du travail. Et clairement, je veux dire, il a été montré par de très nombreuses études que ces migrants n'ont pas d'effet négatif sur le marché du travail français ou sur le marché du travail européen. Donc c'est d'une certaine manière une fausse idée que se dire... Non, mais justement, c'est intéressant, je voulais rebondir sur ce que disait tout à l'heure. Et en quoi vous dites que ça n'a pas d'impact sur le travail des Européens? Parce que c'est un peu tout l'enjeu, justement. Bien sûr. Donc vous, je ne sais pas, vous avez peut-être fait des choses là-dessus, des analyses là-dessus. Vous voyez bien que ce sont des personnes qui sont discriminées. D'accord. Donc l'idée qu'ils vont prendre le travail des natifs, qu'ils vont prendre le travail des Européens, des Français, c'est une idée qui est complètement fausse. Par définition, c'est eux qui sont lésés sur le marché du travail. Donc lorsqu'ils s'intègrent, ça ne se fait pas aux dépens des natifs. Oui, mais là vous avez des travaux là-dessus? Non, mais c'est ça que vous voyez. Oui, il y a des travaux, scientifiques. Et il faut imaginer aussi que, vous voyez, que les États-Unis reçoivent 1 million de migrants par an. Oui, on peut être une économie très forte, on peut être une économie ouverte. Alors évidemment, ça impose au départ, vous voyez, de recevoir bien les gens. Il est là, papa. Vous avez travaillé là-dessus justement. En plus, vous avez été à Harvard, vous êtes passé par l'université américaine. Est-ce que là-dessus, vous avez des chiffres? Je sais pas, des travaux économiques qui démontrent qu'il n'y a pas de crainte à avoir en tous les cas. Il y a beaucoup de travaux économiques sur la question des effets du marché du travail de l'immigration. Ouais. Généralement, l'effet est faible. Alors il y a des controverses pour savoir si c'est légèrement négatif, légèrement positif. Sur les salaires,
des travailleurs natifs, mais tout le monde s'entend pour dire que ce sont des effets au total qui sont relativement faibles. Il peut y avoir des effets, les études les plus négatives montrent un effet relativement faible sur les travailleurs natifs qui sont les plus directement substituables aux migrants, c'est-à-dire des travailleurs non qualifiés. Mais pour le travailleur moyen, il y a généralement un effet positif parce que tout simplement ça accroît la taille de l'économie, ça permet des spécialisations efficaces et ce type de choses. Sur la question des réfugiés, c'est un type de migration particulier, ce sont des vagues, ce sont des gens qui quittent leur pays dans des conditions traumatiques, qui sont sélectionnés de manière auto-sélectionnés de manière un peu différente. Il faut se référer, je crois, plutôt à des travaux historiques sur des vagues de réfugiés précédentes comme l'Allemagne de l'après-guerre, comme l'Allemagne de la post-unification, comme la France qui a accueilli les pieds noirs par exemple, et là on est dans des études qui montrent vraiment une capacité d'absorption généralement très proche. Mais là encore, dans quelle mesure ces travaux-là sont transposables à ce contexte particulier, quelle est la généralité de ces résultats, c'est quelque chose qui peut être questionné. Par rapport aux pieds noirs, c'est sûr qu'on était dans une période de croissance économique très importante, notamment en France, hein, évidemment. Absolument, mais l'Allemagne... C'est que là on est plutôt dans les 40 piteuses. Oui, mais l'Allemagne de l'après-guerre n'était pas dans une situation édifiante sur le plan économique. Donc je pense qu'il faut être prudent, évidemment, il ne faut pas être naïf et angélique, mais sur la base de ce qu'on peut savoir et sur les questions d'impact de l'immigration de manière générale ou sur des expériences historiques antérieures sur les réfugiés, il n'y a pas lieu d'être pessimiste, bien au contraire. Ce que je voulais ajouter peut-être sur la manière dont on peut envisager la crise au niveau européen, je crois tout le monde est conscient des énormes déséquilibres dans les efforts consentis pour régler cette crise. D'une part entre les pays limitrophes comme la Turquie, le Liban, la Jordanie et l'Union européenne, et d'autre part à l'intérieur de l'Union européenne, on a des pays qui qui reçoivent une très grande part des migrants, à la fois les pays qui sont les destinations préférées comme l'Allemagne ou les pays qui sont les pays de première entrée comme l'Italie et la Grèce. Et donc essayer d'avancer sur la question de la solidarité européenne sur cette question, ça me paraît aussi une dimension essentielle dans la résolution de cette crise. Oui, cette difficulté, c'est de le faire passer, justement, de dire aux citoyens européens que parlent de solidarité alors qu'ils ont eux-mêmes l'impression d'être touchés. Pauline Tadevin. Justement, vous le disiez tout à l'heure, ça peut être vertueux, effectivement, l'arrivée de migrants, à condition de s'organiser. Quand on voit ce qui se passe à Calais, notamment, sans parler de l'installation des migrants là, mais après les commerçants de Calais qui viennent aujourd'hui manifester à Paris en disant il y a un manque à gagner de 30 à 40% dans les commerces de Calais. Eux, ils estiment qu'il y a un problème par rapport à cela et que du coup, c'est un réel problème pour eux. Alors très clairement, quoi. Je veux dire, si on fait rien, si on construit pas, des logements décents pour recevoir les migrants, les réfugiés, si chaque pays se renvoie la balle, etc., il va y avoir un problème. D'accord ? Si on met pas les moyens, c'est clair. Donc moi je pense au contraire qu'on a les moyens et que par rapport à la France des années 60, que vous qualifiez comme une France peut-être rêvée, magnifiée des 30 glorieuses. Non, on a fait 30 glorieuses parce que vous êtes économiste un peu comme moi et donc je ne sais pas votre terme, enfin 30 glorieuses c'est assez... parce que les taux de croissance économique. Oui, mais les taux de croissance étaient élevés. Mais voyez, mais le niveau de revenu par tête, le niveau de revenu moyen était beaucoup plus faible à l'époque qu'il ne l'est aujourd'hui. Par rapport aux années 60, la consommation moyenne, vous voyez, en France est 3 fois plus élevée. Donc globalement, on est plus riche. Et puis il y a une autre différence. C'est qu'on est un pays, un continent qui est maintenant beaucoup plus vieux. On a besoin, et ça les Allemands le mettent beaucoup plus en avant. On a besoin. Ils ont un vrai problème démographique, chose que nous on n'a pas. Qu'on a moins. Oui. On a moins, mais on a quand même beaucoup vieilli par rapport aux années 60. Est-ce que on voit que la question aujourd'hui, et notamment c'était une des questions de ce sommet européen, c'est de savoir justement, est-ce qu'il faut des quotas pour accueillir des migrants? En tous les cas, c'est ce que demandent les pays du Sud, ceux qui les accueillent, qui essaient de les accueillir, pas dans des conditions rêvées, ça c'est sûr, et qui disent mais il faut que tout le monde accueille des migrants. On voit que chez nous, on a eu, je crois qu'on a accueilli 300, un truc complètement incroyable, lorsqu'on voit ce qui se passe en Allemagne. Mais les pays nordiques, par exemple, il y en a beaucoup qui disent qu'ils ne veulent pas. Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose qui soit en fonction du pourcentage du taux de chômage? Je ne sais pas qui répond, Hippolyte. Je vais laisser la parole à Hélène juste après, justement, pour ce mécanisme d'allocation. Mais la France, en France, il y a eu l'année dernière 60 000 demandes d'asile. Oui, mais parce que là, pour 60 millions de personnes, on n'est pas non plus un flux. Non, mais parce que là, on parle de choses différentes. Moi, je vous parle de la crise actuellement que l'on traverse avec des gens qui viennent de Syrie, d'Irak. Je ne parle pas de l'immigration. Ça, c'est encore un autre sujet. Non, je parle bien justement des gens qui faisaient des demandes d'asile. Donc c'était 60 000. Venant d'Irak, de Syrie. De Syrie essentiellement, oui. C'est 60 000, ce sont les chiffres du ministère pour la France l'année dernière.
Donc la France n'était pas vraiment un pays demandé. Mais ah non, la France n'est pas du tout un pays demandé. Voilà, exactement. Non, les 60 000 qui sont venus, c'est des chiffres qui varient d'année en année, mais bon, sur une base courante, la France reçoit des demandes d'asile. Selon les années, ça vient de telle ou telle région mais là, différente. on parle de ce qui se passe sur la crise actuelle, ce que l'Union européenne a proposé au printemps, de faire un système de quotas. Vous parliez de prendre en compte le taux de chômage, c'est un critère qui est pris en compte dans la définition du quota de chaque pays. En fait, il y a 4 critères qui sont pris en compte. L'un, c'est la population du pays, l'autre, c'est son PIB. Oui. Le troisième, c'est le taux de chômage, et le quatrième, c'est les efforts consentis dans le passé pour accueillir des réfugiés. Donc sur cette base-là, de manière relativement consensuelle, l'Union européenne, la Commission, a proposé une grille de répartition des réfugiés entre pays et un quota global qui était de 60 000 au printemps, qui est passé à 160 000 en septembre, avec un accord de principe. Ça, c'est pour le mécanisme d'urgence. Et puis, l'idée de mettre en place un mécanisme permanent pour faire face aux vagues futures de réfugiés. Là-dessus, il y a des controverses, évidemment. Certains pays sont contre, notamment un certain nombre de pays de l'Est qui refusent catégoriquement de recevoir des réfugiés au titre de ce mécanisme de relocalisation. Oui, il y a beaucoup. Certains pays sont favorables, et principalement l'Allemagne, la Suède, les pays qui sont les principaux contributeurs. Alors, ce que, avec d'autres, on a proposé en tant qu'économiste, c'est un système qui dise la chose suivante. Si vous ne voulez pas exercer la solidarité physique, qui est l'accueil physique des réfugiés sur votre sol, au moins il faut faire preuve de solidarité financière. Donc essayez de trouver des mécanismes qui permettent de mettre en balance d'une manière qui satisfasse un peu tout le monde, où vous contribuez par des visas d'accueil de réfugiés, ou vous contribuez financièrement. Maintenant, quelle est la bonne manière de trouver le montant? Dans les propositions qui sont faites par la Commission, on retrouve ce chiffre, c'est un peu par hasard, de 0,02%, donc 2 millièmes de % du PIB d'un pays qui refuserait d'accueillir sa quote-part. Si vous faites le calcul, ça revient à 1 000 à 2 000 euros par réfugié, ce qui est ridiculement bas et désincitatif. Enfin, au contraire, ça aurait sans doute un effet pervers. Ce chiffre, on ne sait pas d'où il sort. Donc, en tant qu'économiste, ce qu'on propose, c'est de trouver des mécanismes qui sont incitatifs. Et par exemple, un système de quotas qui serait échangeable, donc où on échangerait des droits d'admission de réfugiés, un peu sur le modèle des quotas de pollution, c'est quelque chose qui permettrait de révéler les coûts pour chaque pays et de faire ça de manière efficace. Avec une limite importante, et c'est pour ça que dans les propositions qu'on a faites, on a sorti ce mécanisme de quotas échangeables d'un mécanisme de matching, donc d'appariement, qui permet aux réfugiés d'exercer des préférences sur un certain nombre de destinations et de pénaliser d'une certaine manière les pays qui ne seraient pas attractifs. Donc ça permet de tenir compte des Et là, vous avez des des réponses là-dessus ou pas? Pardon? Vous avez des réponses? Des réponses, on en parle avec des politiques. J'ai présenté ça au Parlement européen, à Bruxelles. Ça discute, on verra ce que ça donnera dans les mois qui viennent, puisqu'il y a de nouvelles propositions de la Commission qui vont être faites. Un mot, Hippolyte Delby, encore en conclusion? C'est un petit peu ce qui se passe avec la Turquie. Vous voyez, justement, on échange de solidarité contre gains financiers. Ouais. Merci beaucoup, messieurs. Vous voyez, ça passe vite. En tous les cas, je suis sûr qu'on n'a pas fini de trouver d'essayer de trouver des solutions. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette H avec beaucoup d'H, Hippolyte Delby et Hillel Rapoport. On se retrouve demain, Pauline, nous, évidemment, 12h, 13h, 19h. Pour l'instant, c'est Fabrice Lundy et c'est Décodeur qui nous succède avec Le Père est-il un danger pour EDF? Et puis, une crue centenale pourrait-elle faire couler les entreprises franciliennes? Allez, bonne soirée.